Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Matières premières et fondamentaux du vendredi 15 juillet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux matières premières énergétiques que sont le pétrole et le gaz naturel, ainsi qu'au cuivre et à l'or. On va commencer tout de suite par le pétrole brut qui s'échange actuellement autour des 100 $ le baril et même passé en dessous de ce niveau puisqu'il évolue maintenant autour des 98 $ le baril. Citi, dans sa prévision de récession, indique que le pétrole pourrait chuter au niveau des 65 $ le baril. Dans le même temps, les inquiétudes concernant les restrictions liées au Covid sont apparues non seulement en Chine, mais également en Europe, ce qui exerce une certaine pression sur les prix du pétrole. JP Morgan souligne que les prix du pétrole resteront légèrement au-dessus des 100 $ le baril cette année. Tandis que l'année prochaine, la banque estime que les prix pourraient rester autour des 80 $ le baril en raison de niveaux de production légèrement plus élevés. Le tribunal russe rejette les appels visant à suspendre les exportations de pétrole en provenance du Kazakhstan via le port de la mer Noire, ce qui atténue les inquiétudes concernant l'approvisionnement. Les pays du G7 envisagent de mettre en place un plafonnement des prix du pétrole russe, ce qui réduirait les revenus records actuels dont bénéficie le Kremlin. Les États-Unis tenteront de faire pression sur l'Inde et le Japon pour qu'ils introduisent des niveaux de prix maximum pour le pétrole russe. Les États-Unis croient toujours que les pays arabes ont la capacité d'augmenter la production de pétrole. D'autre part, la production de l'ensemble du cartel a chuté au cours du mois précédent, mais principalement en raison d'une baisse de la production dans les pays tels que la Libye ou encore le Nigeria. L'Arabie Saoudite indique qu'elle est en mesure d'augmenter sa production au niveau de 12 millions de barils par jour, même si jusqu'à présent, cela ne s'est produit qu'une seule fois en avril 2020. Actuellement, l'Arabie Saoudite produit environ 10,5 millions de barils par jour. Le nombre de positions ouvertes sur le Brent est au plus bas depuis 2015. En outre, on constate que les deux plus grands ETF ont connu une importante sortie de capitaux ces derniers jours, tandis que les deux plus grands ETF qui permettent de prendre des positions à la vente ont enregistré une augmentation significative pour le deuxième jour d'affilée. Ce nombre de positions ouvertes qui diminue, on peut le retrouver ici sur le graphique Bloomberg, ce qui nous montre un intérêt décroissant pour le marché pétrolier. Dans le même temps, cela peut indiquer un marché physique très serré, comme l'indique le marché actuel qui est actuellement donc en déport. Graphiquement, le pétrole poursuit sa correction à la baisse. Le prix s'est replié après que les acheteurs n'aient pas dépassé la zone des 105 $ le baril. Cependant, si les vendeurs ne parviennent pas à maintenir leur élan, les prix pourraient rebondir à partir de la zone de demande clé autour des 92-100 $ le baril. Sur un intervalle de temps plus réduit, en données 4 heures, les prix du pétrole évoluent de manière mitigée. Ils évoluent toujours en dessous du nuage Ishimoku qui correspond à un obstacle technique très important. D'autant plus que le RSI évolue en dessous de la zone de neutralité de 50, ce qui signifie que les vendeurs ont toujours l'avantage sur ce marché. On va passer maintenant au gaz naturel. Les prix du gaz aux États-Unis rebondissent alors que le Texas subit des vagues de chaleur qui entraînent une augmentation significative de l'utilisation de l'électricité, principalement pour les climatiseurs. Un opérateur de réseau électrique au Texas s'attend à des coupures de courant potentielles dans un avenir proche en raison d'une consommation excessive et d'une surcharge du réseau. Gazprom a réduit le transfert de gaz vers l'Europe occidentale via Nord Stream 1 de 60% en juin et pendant les 2 prochaines semaines, le transfert de gaz risque d'être complètement arrêté en raison de travaux de maintenance. Cependant, les inquiétudes sont apparues quant au fait que la Russie ne reprendra pas les transferts vers l'Europe, ce qui pourrait entraîner une pénurie de gaz au prochain hiver. De plus, une grande partie de l'industrie allemande utilise le gaz comme matière première énergétique et ces pénuries peuvent entraîner une baisse de l'activité économique. Le Canada enverra à l'Allemagne les turbines nécessaires au redémarrage du gazoduc, ce qui pourrait empêcher la Russie de retarder les transferts de gaz.
Les entrepôts en Europe sont remplis actuellement à plus de 60%, près de la moyenne sur 5 ans. Cependant, si le transfert de gaz de la Russie vers l'Allemagne est suspendu pour une période plus longue, l'Europe pourrait ne pas atteindre les 90% nécessaires pour survivre à l'hiver. Il convient également de rappeler que l'importance de la Russie en tant que fournisseur de gaz diminue considérablement au profit de la Norvège et des États-Unis qui ont considérablement augmenté leurs exportations récemment. Le transfert de gaz vers l'Allemagne reste stable ici après la chute liée à la guerre en Ukraine, mais devrait tomber à zéro dans un futur proche. Les entrepôts en Europe sont remplis à 60%, avec la ligne orange qui représente les taux de remplissage en 2022, mais se situe toujours en dessous de la moyenne sur 5 ans. En raison de la forte consommation de gaz aux États-Unis, les stocks ne se reconstituent pas, du moins pas aussi vite que la période sur 5 ans représentée ici par la ligne grise, ce qui pourrait entraîner des pressions à la hausse avant le début de la saison de chauffage. Graphiquement, les prix du gaz naturel ont commencé à rebondir, mais la saisonnalité ici indique qu'une pression haussière modérée devrait persister jusqu'au début de l'automne, puis nous devrions assister à une phase haussière clé. Bien sûr, si on devait assister à des basses températures en hiver, cela annulerait ce scénario aussi. En données hebdomadaires, les prix du gaz naturel ont bien commencé à rebondir, se dirigeant vers la résistance à 7,280. Et on constate que les perspectives haussières sont renforcées d'une part puisque les prix évoluent au-dessus du nuage Ishimoku et le RSI évolue au-dessus de la zone de neutralité de 50, ce qui signifie que les acheteurs ont l'avantage sur ce marché. On va passer maintenant au cuivre. Les inquiétudes suscitées par une nouvelle série de restrictions en Chine empêchent le rebond saisonnier du marché des métaux de se produire. Les prix du minerai de fer restent sous pression et la mauvaise humeur que l'on peut apercevoir en ce moment s'étend sur tout le marché. Les prix du cuivre s'échangent au niveau les plus bas depuis novembre 2020, tandis que le minerai de fer s'échange toujours légèrement à la hausse depuis le début de l'année. L'impulsion du crédit en Chine suggère que le pire est peut-être encore devant nous, même si une certaine reprise devrait se produire à plus long terme. L'impulsion du crédit chinois, représentée ici par la courbe en noir, suggère que la demande de métaux de base pourrait rester modérée, d'autant plus que les inquiétudes grandissantes quant à l'arrivée d'une nouvelle crise sont toujours d'actualité, en crise liée à la pandémie de Covid-19, mais également liée au spectre d'une récession à venir. En données journalières, le cuivre se rapproche d'un support important dans la zone des 7250 et nous observons également une nouvelle dépréciation du yuan par rapport au dollar américain ici. En données 4 heures, les prix du cuivre évoluent dans un large canal descendant. Toutefois, on remarque une légère reprise du mouvement aussi en direction de la résistance à 7345, mais néanmoins il y a toujours l'obstacle de la borne supérieure du canal et également le nuage Ishimoku baissier. On va finir cette analyse hebdomadaire par l'or. L'or qui évolue sous pression dans un contexte de renforcement du dollar américain. Les rendements restent à des niveaux élevés mais inférieurs à 3%, ce qui devrait en théorie soutenir le prix de l'or. Les spéculateurs ont un intérêt limité pour l'or, comme en témoigne le positionnement spéculatif net qui est à son niveau le plus bas depuis 2019. On va le voir graphiquement plus tard, mais la zone de 1675 à 1700 $ représente un support clé pour l'or. Une formation en death cross a été réalisée sur le marché de l'or. Un schéma similaire était apparu au début de 2021 et avait été suivi d'une chute de près de 200 $. Si l'histoire venait à se répéter, l'or pourrait se rapprocher alors des 1600 $ où se trouve le retracement extérieur à 113% de la dernière impulsion majeure à la hausse. On le voit ici,
la formation d'index cross qui était apparue en 2021. Aujourd'hui, on retrouve cette formation graphique et l'or a chuté en dessous du retracement à 78,6%. Et donc le prochain support important à surveiller se situe dans la zone des 1675 à 1700 $, comme on l'a indiqué tout à l'heure. En données hebdomadaires, les perspectives restent baissières sur l'or qui enregistre une forte baisse en direction des 1688 $ l'once, qui représente un support majeur pour l'or. On remarque également que le RSI évolue en dessous de sa zone de neutralité, donc on pourrait s'attendre à ce que l'or évolue encore dans une tendance baissière pour les prochains jours et semaines à venir. Donc c'est ainsi que s'achève notre analyse hebdomadaire des matières premières et fondamentaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Merci.